Oui, alors peut-être, je vais dire deux mots sur les compétences transférables où j'ai senti comme des petites provocations à ce niveau-là. Donc simplement, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est pas grave de l'utiliser ce vocabulaire. Simplement, en tant que théoricien de la compétence, si je puis dire, on peut assimiler ça à une commodité de langage en fait. La compétence n'est pas transférable. C'est simplement on va remobiliser des contenus dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes que ceux dans lesquels on les a appris. Pour vous donner un exemple, si je suis maçon par exemple, et puis que je vais mobiliser éventuellement certaines compétences, ou plutôt certains contenus, pour pouvoir, dans la maison que je construis, mettre les murs à angle droit. Donc je vais mobiliser le théorème de Pythagore, bien évidemment. Et quand dans la salle de bain, une fois que j'ai mis les murs à angle droit et que j'en suis arrivé à ce niveau-là, je vais vouloir mettre le carrelage bien à angle droit, je vais remobiliser à nouveau le théorème de Pythagore. Il n'y a pas eu de transfert. C'est toujours le théorème de Pythagore. Vous voyez ? Donc, alors après, par commodité, on va dire que j'ai transféré d'un côté et de l'autre. C'est pas très gênant, hein. On a le droit de parler comme ça, comme compétences transversales, transférables, etc. Bon, c'est une commodité. Mais d'un point de vue technique, attention quand on agit et quand j'enseigne le théorème de Pythagore, ou quand j'apprends le théorème de Pythagore, ce qui n'est pas la même chose, c'est le théorème de Pythagore. Alors après, les contextes vont varier, effectivement, et ce qui va nous intéresser, et c'est aussi un des intérêts de Gasset et de l'approche qu'on peut avoir, j'y reviendrai un peu cet après-midi, c'est qu'effectivement, on va faire en sorte que les gens soient autonomes dans l'utilisation des contenus, c'est-à-dire qu'en fait, face à d'autres situations que celles dans lesquelles les contenus qu'ils possèdent ont été acquis, on se face à d'autres situations et puissent remobiliser les contenus le plus facilement possible. Donc on a intérêt là aussi à travailler dans cet esprit. Voilà, donc c'était une première remarque là-dessus, un peu sur le mode de la boutade, sur les compétences transférables, transversales, etc., etc. Bref. Alors, moi je reviens sur quelques éléments qui ont été donnés. Alors, j'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, mais je reviens là-dessus parce que ça me paraît important. Sur l'idée d'offreur et de demandeur, effectivement, je crois qu'on aurait intérêt à inverser le vocabulaire, en fait, parce que sur un marché, en quelque sorte, c'est plutôt l'offreur qui fait la loi au bout du compte. Et en tout cas, c'est pas le même investissement selon qu'on considère que les gens sont offreurs ou demandeurs. Et donc, on aurait intérêt à considérer que les demandeurs d'emploi sont bien des offreurs de compétences, et donc les aider en quelque sorte, d'une part à valoriser leur stock, à l'enrichir et à le rendre le plus facilement présentable, ce qui a été dit d'ailleurs dans un certain nombre d'interventions, hein, soit à travers les exemples, soit à travers dans les dernières interventions des stagiaires. Ben oui, je sais mieux me présenter, je sais mieux agencer ma boutique en quelque sorte pour présenter mon stock de compétences et attirer le chaland, c'est-à-dire l'entreprise qui va éventuellement avoir besoin de tel ou tel élément. Donc ça, c'est intéressant. Et en même temps, il faut dépasser cette métaphore, parce que c'est pas seulement un marché, c'est aussi des personnes. Et donc, on n'est pas seulement à la tête d'un capital, on est aussi dans le développement de soi. Et donc là, ça devient intéressant de regarder comment, dans une démarche comme Gasset, on peut aussi prendre ces éléments-là en considération. Il y a eu quelques allusions là-dessus, hein, sur l'investissement que ça représente pour les conseillers, mais aussi l'investissement que ça peut représenter pour les personnes. Voilà. Alors, après, il y a le problème de la prévision qui a été aussi abordé par Pascal Sanson en tout début, sur lesquels on n'est pas revenu. Et c'est vrai que la prévision, c'est plutôt un vœu pieux qu'une réalité. C'est-à-dire que il faut prévoir, même si on sait qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne prévoit pas, on ne peut pas prendre de décision. Et en même temps, puisqu'on sait que les prévisions probablement ne vont pas se réaliser telles qu'on les avait anticipées, il va donc falloir corriger en permanence. À la fois, donc, il faut des projets, et en même temps, il faut être capable de modifier les projets qu'on a. Alors, les projets, ils sont des deux côtés. Parce que pour pouvoir prévoir du côté institutionnel, du côté des maisons de l'emploi, du côté de la région, du côté des départements, du côté des territoires, ça suppose donc qu'on a des projets qui sont pas seulement quantitatifs, qui sont pas seulement adéquationnistes, mais qui vont éventuellement un petit peu plus loin. Donc l'agenda 21 dans ce domaine-là me semble quelque chose de tout à fait intéressant, parce que c'est un projet plus global, plus large, et sans doute beaucoup plus satisfaisant que de simplement se dire on va caser des gens pour qu'ils aient un emploi. Ça, c'est effectivement, là on répond à de l'urgence, mais ça fait pas un projet à long terme. Donc ça vaut le coup d'y réfléchir un petit peu de ce point de vue-là. Et puis c'est aussi
pour les entreprises. Quel projet? J'ai tel besoin, mais est-ce que mon projet à moi, en tant qu'entreprise, se limite simplement aux besoins de compétences à un moment donné, ou est-ce que pour les personnes qui vont constituer la richesse de l'entreprise, ça c'est ce qu'on dit dans les discours, et dans les pratiques, qu'est-ce que ça veut donc dire et quel projet on a par rapport aux personnes qui constituent l'entreprise? Est-ce qu'on en a un? Et puis les gens qui vont en entreprise, quel projet ils ont? Vous voyez, c'est pas seulement le projet d'avoir un emploi, il faut aussi pouvoir dépasser ça. Donc là, il y a une piste de réflexion intéressante et Gasset fournit probablement, enfin c'est comme ça que moi je l'ai perçu, probablement, je dirais, un cadre dans lequel on va pouvoir travailler ces questions-là. Ça veut pas dire qu'on y répond aussi facilement maintenant, bien sûr. Mais j'y reviendrai en début d'après-midi. Et donc nécessité aussi qui a été soulignée de mesurer, de reconnaître. Alors, c'est moi qui dis mesurer, reconnaître les compétences, mais pour les reconnaître, il faut aussi les mesurer, et là on est bien confronté à aussi une difficulté importante. On ne sait pas très bien mesurer les compétences. Il y a des discours là-dessus, il y a des méthodes, il y a des manières de faire, mais à chaque fois il faut pas se le cacher, on est entre nous, c'est du bricolage tout ça. Donc si on bricole, il faut qu'on bricole ensemble de façon satisfaisante. Et donc la mesure ne peut pas être que d'un côté. Il faut aussi qu'on aide les gens concernés à mesurer par eux-mêmes, non pas forcément s'auto-évaluer, mais mesurer, c'est-à-dire et auto-reconnaître les compétences qu'ils possèdent, et donc dépasser un peu, je dirais, le statut d'objet en quelque sorte, parce que on mesure des objets. On mesure des quantités physiques, on mesure pas des personnes. Donc comment on va faire pour agir là-dessus? C'est aussi une question intéressante qui est ressortie à travers un certain nombre de propos. Ce qui est ressorti aussi à travers un certain nombre de propos, je vais essayer de pas manger tout le temps de Jean-Luc, c'est la place de la formation. J'ai eu l'impression, mais c'est peut-être mon impression à moi, enfin je vous la livre comme telle, attention, la formation n'est qu'un moyen de développement de compétences. Et ça n'est qu'un des moyens de développement de compétences. Et donc là aussi, on a intérêt, et donc l'entreprise prend toute sa place. Alors ça a été dit plus ou moins, mais on ne l'a pas suffisamment souligné. Bien sûr que les formateurs peuvent agir sur les compétences. D'ailleurs, parmi les dernières interventions, c'était intéressant de noter que finalement, c'était troublant pour les formateurs, la logique compétence, que ça les obligeait à faire autrement. Ça les obligeait à prendre en considération des situations globales dans lesquelles il n'y avait pas forcément des réponses simples, et qui n'étaient pas forcément les réponses qu'ils auraient données spontanément s'ils n'étaient pas intervenus dans ces situations globales. Donc la formation est un moyen, ça n'est pas le seul. Ce serait intéressant aussi de se dire au fait quels sont les autres moyens de développement des compétences ou d'action sur les compétences pour pouvoir agir là-dessus. Donc on l'a entendu un peu, mais je dirais que attention, on pourrait presque dire, mais ça je vais le dire de façon un peu provocatrice, histoire de moins on fait de formation pour développer les compétences, mieux ça vaut. Et oui, ça veut donc dire la formation c'est la solution ultime, c'est la plus coûteuse et c'est la plus difficile pour les personnes. Si on peut développer les compétences autrement que par la formation, probablement on obtiendra des résultats et éventuellement on consolidera ces résultats grâce à la formation. Bien sûr, il ne faut surtout pas dire que la formation ne sert à rien. Mais on pourrait considérer ça plutôt comme le moyen ultime que comme le premier moyen. Ça, c'est intéressant. Ça voudrait dire que donc on revisite, et Gasset peut permettre ça. On revisite les dispositifs plutôt que d'envoyer d'abord les gens en formation, et si on les envoyait d'abord en entreprise, par exemple. Intéressant. Bon, enfin ça vaut le coup d'y réfléchir en tout cas. Voilà. Quoi dire d'autre? Peut-être sur l'idée effectivement des différents acteurs, puis je m'arrêterai là après. Les différents acteurs, oui, il y a les conseillers qui vont, alors je les appelle conseillers au sens large, qui vont faire l'intermédiation, qui vont recevoir les personnes, que ce soit les jeunes ou plus tard les plus anciens, les plus de 25 ans. Donc c'est institutionnellement, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a les institutions, les territoires et plus largement, je dirais les départements, les régions, la nation, qui sont les institutions. Et puis il y a les personnes concernées, et puis il y a les entreprises. Donc il y a une multitude d'acteurs. Et c'est vrai que les petites roues dentées qui ont été présentées au début sont tout à fait intéressantes parce que c'est une façon de voir que il y a une réelle interdépendance
par rapport à la construction de compétences et même par rapport à l'évolution des personnes et même aux projets humains qu'on pourrait avoir dans le cadre du développement de notre société. Et cette interdépendance, il faut l'avoir en tête en permanence. En gros, on pourrait dire une approche systémique, ça, le terme est à la mode, et on ne peut pas penser chacun des éléments du système est aussi en relation avec l'ensemble. Donc quand moi je suis conseiller à l'emploi, par exemple, je ne vais pas considérer le demandeur comme étant extérieur à moi quand j'agis sur lui, puisque quand j'agis sur lui, j'agis aussi sur moi, et j'agis aussi sur les entreprises qui vont le recevoir, qui elles-mêmes quand elles agissent, etc. Et donc l'avantage d'un dispositif comme G7, me semble-t-il aussi, c'est que on peut commencer à penser cette interdépendance et cette approche globale des situations. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et je laisse la parole à Jean-Luc.